Alors, Vas-y. avec le retrait imminent du Royaume-Uni, l'Union européenne est au centre des débats, opposant eurosceptiques, europhiles dans les pays membres, mais aussi d'autres personnes qui s'intéressent au sujet partout dans le monde. C'est un débat difficile à suivre, de par sa nature internationale et multidimensionnelle. On peut se demander comment comprendre les intérêts de 28 nations qui travaillent ensemble tout en s'opposant parfois sur des sujets allant de l'économie à l'immigration. C'est l'heure de faire le point. Nous allons donc nous intéresser à l'Union européenne afin de la comprendre et de conclure un avis raisonné sur la justification de son existence. Ce projet retourne aux sources afin d'écrire des informations exactes et officielles. Mais avant tout, notre approche se déclare plus ludique qu'experte. Notre parcours se structurera donc en 4 axes, chacun défini sur une problématique. La première, l'organisation, est-ce une institution opaque et non démocratique? La deuxième, sur les finances, comment le budget de l'Union européenne est-il utilisé? Qui sont les gagnants et les perdants? Quel est le gaspillage? La troisième, sur l'euro, un ange, un démon? Et la quatrième, sur la fonction de l'Union européenne, qu'est-ce que l'Union européenne impose à ses membres? Sont-ils martyrisés ou suivent-ils des contraintes raisonnables? Alors pour revenir sur ce que tu as dit, alors c'est pas seulement un débat qui intéresse beaucoup de monde depuis le Brexit, mais c'est aussi quelque part un des axes centraux de la campagne électorale française. C'est-à-dire qu'en gros, on peut aussi classer les candidats vis-à-vis des pro-européens ou des souverainistes qui veulent sortir de l'euro ou qui prétendent vouloir sortir de l'euro, parce que là aussi, il y a tout un débat. Très juste. Et donc c'est aussi dans ce sens-là, puisque c'est au centre des préoccupations actuelles, intéressons-nous à la réalité de l'Union européenne, parce que quand on entend parler les gens là-dessus, en disant ouais, si on sort de l'Europe, ça ira vachement mieux, on va retrouver notre souveraineté, on va retrouver notre indépendance, etc. Des fois, ça me fait bien rire parce que la plupart des gens savent pas de quoi ils parlent. Souvent, quand j'entends indépendance nationale, ça me fait penser à l'indépendance énergétique avec le nucléaire. Ouais, grâce au nucléaire, on est indépendant sur le plan énergétique et c'est pas vrai du tout. On serait indépendant sur le plan énergétique si la France était un producteur d'uranium, ce qui n'est pas le cas. Les grands pays qui produisent de l'uranium, les grands exportateurs d'uranium, enfin, les grands producteurs d'uranium, exportateurs c'est encore autre chose, c'est la Russie, le Canada et le Nigeria. Et il n'y a que le Canada et le Nigeria qui exportent. La Russie garde pour elle. Donc on est dépendant de ces exportateurs de la même façon que pour le pétrole, on est dépendant des exportateurs de pétrole. Donc il faut essayer de remettre un peu les choses en place. Est-ce qu'avec l'Union européenne ou en sortant de l'Union européenne, on serait beaucoup beaucoup mieux? C'est ce qu'on va essayer de vérifier à travers ces 4 axes. Le premier axe, c'est l'aspect organisation. Est-ce que c'est opaque? Est-ce que c'est antidémocratique? Alors là, je voudrais ajouter tout de suite un point, c'est que fondamentalement, on n'a pas besoin d'un truc comme l'Union européenne pour avoir des organisations opaques et non démocratiques. Notre gouvernement fait ça très bien tout seul. Et il l'a prouvé à de nombreuses reprises. Notre gouvernement démocratique, notre 5e République si formidable, eh bien, par exemple, en 1973, le gouvernement Pompidou, enfin, du président Pompidou, sous la férule de Pierre Messmer, évidemment c'est loin, 73, nous a imposé le tout nucléaire, nous a, comment dire, a aiguillé la France durablement sur l'option de la production d'énergie nucléaire, sans qu'il y ait aucun débat à l'Assemblée. Donc en termes d'exemple d'organisation opaque et non démocratique, c'est assez formidable. Voilà. Voilà. Donc on n'a pas besoin des technocrates de l'Union européenne pour avoir ce type de résultat. Ceci dit, bon, c'est un de nos axes et c'est vrai que quand on voit l'organisation actuelle de l'Europe, on peut se poser des questions. D'ailleurs, tu as des questions sur cet axe? Alors, Pour on en m'aider un vient peu à aux répondre. questions. L'Europe, la zone euro, l'espace Schengen, l'Union européenne est un projet monumental sans précédent qui concerne plus de 500 millions de personnes et qui représente le premier PIB mondial. Lorsqu'on s'intéresse à la gouvernance d'un pays, on peut rencontrer quelques particularités. Par exemple, le Royaume-Uni avec sa monarchie constitutionnelle. C'est pas les seuls, mais ouais. Exactement. Les États-Unis avec le collège électoral, il y en a partout. Ouais. Et avec. Et d'ailleurs, en termes d'opacité, le collège électoral, c'est quand même pas mal. Ils sont forts, hein. Ça permet l'élection de Trump
alors que Clinton avait récolté plus de voix, mais bon, Voilà. c'est ainsi. On pourrait l'expliquer, mais ce serait l'objet d'une autre vidéo. Justement, mais ça se comprend éventuellement avec un peu de recherche, on finit par comprendre. Quand vient le tour de l'UE, par contre, est-il possible de facilement comprendre comment elle fonctionne, son système, ses mécanismes? Sont-ils clairs, simples et intuitifs? Alors, on va faire une réponse courte, non. Mhm. Alors, notre démarche, vous l'avez compris, à Damien et à moi, c'est la démarche en quelque sorte de l'honnête homme. C'est-à-dire qu'on fait des recherches raisonnables, on ne prétend pas à une expertise, on passe un petit peu de temps sur ces sujets, on regarde principalement Wikipédia et les sites officiels, hein, pour avoir une vue à peu près, je trouve pas de meilleur terme que raisonnable Ouais. sur le sujet. Donc j'ai creusé l'organisation de l'UE, qui est multipolaire. C'est effectivement assez compliqué parce que d'un côté il y a le Parlement européen, de l'autre côté il y a la Commission européenne, et puis il y a les conseils. Alors il y a deux types de conseils, là aussi c'est assez compliqué et finalement je n'ai même pas vraiment compris. Il y a le Conseil de l'Europe et le Conseil européen. Il y en a un, c'est la réunion des chefs d'État, et l'autre, c'est la réunion des, je crois, ministres des Affaires étrangères. Je serais incapable, même encore aujourd'hui, après avoir regardé tout ça, de dire qui est qui. Est-ce que le Conseil de l'Europe, c'est les chefs d'État ou c'est le contraire? Je ne sais plus, c'est compliqué. Et alors, Moi, ce que j'ai compris, c'est que le Conseil de l'Europe, c'est les chefs d'État. bon, bah, on va rester là-dessus. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Et alors, c'est assez compliqué parce qu'on se dirait, bah, il y a un Parlement. Bon, très bien, c'est démocratique. Mais il faut quand même regarder le niveau de pouvoir de ce Parlement. Il n'est pas énorme. C'est effectivement une instance législative, donc qui est censée définir les lois. Et en matière de loi, d'ailleurs, c'est assez compliqué parce que qu'est-ce qu'une loi européenne? En fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a les recommandations, il y a les directives et puis il y a les décisions. Les recommandations, bah, ça se comprend assez facilement, c'est-à-dire qu'on vous recommande de faire ça, pas obligé de le faire si vous êtes un État membre. Une directive, là, vous êtes obligé de le faire, mais la façon dont vous le faites, c'est votre problème. Les moyens, le calendrier, etc. Puis les décisions, là aussi, on peut comprendre. C'est là, il n'y a pas à chercher, vous faites comme ça et vous ne posez pas de questions. Donc le Parlement européen serait censé légiférer sur ces points et produire ce type de texte, mais en fait, c'est pas si simple parce qu'il n'a pas l'initiative des lois. C'est la Commission qui l'a. C'est la Commission qui décide quels textes seront examinés par le Parlement. Alors déjà, ça pose une question parce que du coup, on est obligé de s'intéresser dans le même temps, parallèlement, au rôle, au fonctionnement et à la nature de la Commission. Alors la Commission, c'est assez particulier parce qu'elle est indépendante, en fait. Elle n'est pas du Parlement, elle n'est pas nommée par le Parlement et elle ne répond pas devant le Parlement. Là aussi, c'est pas tout à fait vrai. Le Parlement a un petit droit de censure. Il peut arriver à censurer la Commission, mais il ne le fait pas souvent. Donc on se demande si finalement il peut vraiment le faire. Et donc la Commission, en fait, c'est le président de la Commission qui est nommé par le fameux Conseil de l'Europe, des chefs d'État. Donc tous les 5 ans, il nomme un nouveau président. Et ce président, en fait, a des pouvoirs très larges. Puisque c'est lui qui nomme les commissaires. Et les commissaires sont nommés de façon indépendante, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément des députés européens. Ils ne sont pas représentatifs de la variété à l'intérieur de l'Assemblée européenne. Bref, il y a une espèce de déconnexion entre les deux. Donc, alors on voit aussi que chaque instance a un pouvoir à un moment sur l'autre, Ouais. et tout ça est très C'est un entremêlé, cycle, en donc fait. c'est assez compliqué. Donc c'est Ouais. opaque, oui. Est-ce que c'est démocratique? Non, pas tellement, puisque finalement le Parlement, qui serait l'instance démocratique, c'est un petit peu un Parlement croupion. Bon, alors il monte en puissance, il a de plus en plus de prérogatives par rapport à l'origine, mais c'est pas encore terrible. Justement, le Parlement, c'est celui qui est élu directement par le peuple, Oui, les oui, nations membres, oui, c'est à l'élection directe. tous les 5 ans. Alors je crois oui que c'est tous les 5 ans, Voilà. c'est des législatures, mais alors il y a tout un tas de particularités bizarres. Par exemple, ils décident du budget, mais seulement sur le volet dépenses. Le volet recettes, c'est justement le Conseil européen qui s'en occupe.
Et puis, bon, en vérité, le vrai pouvoir, il est au niveau de la commission. C'est les commissaires qui l'ont. Et puis le Parlement, il a un fonctionnement quand même très bizarre, parce que normalement son siège est à Strasbourg, mais pas seulement, parce qu'il fait aussi des sessions à Bruxelles, et son secrétariat est au Luxembourg. Et à travers cet imbroglio à la limite du compréhensible, on voit comment on en est arrivé là, parce que c'est impossible de comprendre l'Union européenne, si tant est qu'on puisse la comprendre, si on ne se replace pas dans son évolution historique. Parce que tout ça, il faut bien comprendre que d'abord, ça ne s'est pas fait en un jour, ça n'a pas été un grand dessin, un grand design très sophistiqué auquel on a réfléchi, puis finalement qu'on a proposé à un moment. C'est une évolution qui remonte depuis les années 50, avec des accélérations, du surplace à travers ces différentes décennies. Et surtout, c'est le fruit de compromis. À chaque fois, il faut que tout le monde soit d'accord. Ce qui explique pourquoi on met le Parlement à Strasbourg, mais on en met un petit peu aussi à Bruxelles, et puis le secrétariat sera au Luxembourg, parce que c'est absurde, c'est pas efficace, c'est pas efficient de faire comme ça. Mais justement, c'est là où on voit que tout cela est le fruit d'un compromis et le fruit d'une avancée pas à pas. Alors, est-ce que c'est vraiment antidémocratique ? Oui et non, parce que malgré tout, un des pouvoirs principaux, c'est quand même les chefs d'État qui nomment le président de la Commission. Et les chefs d'État, a priori, ils sont quand même issus du processus démocratique, si tant est qu'on peut y croire. Mais donc, il y a quand même un aspect contrôle. Et puis là aussi, il faut bien comprendre que si on reproche beaucoup de choses à l'Europe, à l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, il faut quand même admettre que c'est le produit des décisions et des compromis de nos gouvernants à travers ces dernières décennies. Donc, quelque part, c'est le nôtre aussi. Oui, c'est l'image de tous les compromis des pays membres voilà. Au fil des années. Voilà. Donc, sur notre premier axe, on peut déjà apporter une réponse. Est-ce que c'est opaque? Ouais, vachement. Est-ce que c'est démocratique? Non, pas tellement. Mais est-ce que ça suffit à disqualifier l'Europe? À mon avis, à mon humble avis, non. Parce qu'on est capable de faire aussi pire, c'est pas français aussi pire, mais c'est pas grave, tout le monde comprendra, avec un gouvernement régulièrement élu, ainsi de suite. Et puis alors on va me dire, oui, mais par exemple, lors du référendum de 2005, les Français, et pas seulement les Français d'ailleurs, avaient voté contre, et puis finalement on n'en a pas tenu compte, etc., etc. Mais ça, c'est en quelque sorte le jeu des référendums. Bien souvent, les référendums, c'est l'occasion de répondre à une autre question que la question posée. L'exemple historique le plus connu et le plus significatif, c'est le référendum de 1969 sur les régions qui a abouti au départ de Gaulle de la présidence française. De Gaulle avait proposé de mettre en place les régions, ce qui a été fait d'ailleurs plus de 30 ans après, comme quoi c'était sans doute une bonne idée quand même finalement. Mais le problème, c'est qu'il a mis comme condition à son maintien à la tête de l'État que les Français votent oui en faveur de sa réforme. Du coup, le référendum s'est transformé en un vote oui ou non du maintien de Gaulle. Et je soupçonne qu'en 2005, vis-à-vis de, je crois que ça s'appelait la Convention européenne, je ne sais plus trop, mais bref, c'était ça. Et c'est passé la même chose? Oui, ça a passé à peu près la même chose, c'est-à-dire que les gens n'ont pas vraiment voté en faveur ou non de la Convention, parce que, toujours pareil, je doute qu'il y ait eu beaucoup de gens qui aient réellement creusé le texte de la Convention, qui devait être assez largement opaque également. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça a été comme d'habitude un vote de mauvaise humeur vis-à-vis des circonstances globales qui entouraient ce référendum, ce scrutin à ce moment-là. Donc c'est pas forcément significatif. Donc on peut donner notre réponse sur le premier axe. Donc le premier axe n'est pas favorable à l'Union européenne, mais selon moi, on va me trouver partial, mais c'est pas grave, c'est pas disqualifiant. Bon, on verra sur les prochains axes. Absolument. Ok, alors c'est notre deuxième axe, le budget, comment il est utilisé, parce qu'évidemment, au final,
tout est une affaire d'argent. Et oui, Les politiques, c'est une affaire d'argent. Ça me rappelle dans les années 80, il y avait Margaret Thatcher, à chaque fois qu'elle allait à une réunion européenne, elle disait I want to see my money back. Et finalement, elle a eu ce qu'on a appelé à l'époque le rabais. Enfin bon, bref. d'accord. Donc j'ai étudié un peu la question du budget de l'Union européenne. Alors la première chose importante, c'est qu'en fait, c'est pas un budget énorme. C'est-à-dire que ça représente 1% du PIB des États membres, de l'ensemble des États membres. D'accord. Donc c'est pas énorme, énorme. Et ce budget est jamais en déficit, donc il n'y a pas de dette, Mhm. ce qui est déjà une bonne chose. Ouais, L'aspect recette, c'est les contributions des États membres, évidemment. d'accord. C'est aussi une ponction sur la TVA. Bon, c'est pas très clair et c'est assez compliqué, mais enfin bon, il y a une ponction sur la TVA. D'accord. Et puis il y a une ponction aussi sur les droits de douane, sur les importations dans les pays membres. Est-ce que tu sais si ça a toujours été comme ça, les sources de recettes? Non, ça a évolué évidemment, parce que finalement le budget est quelque chose d'assez tardif dans la construction européenne. Et ça a évolué de plein de façons différentes et ça va évoluer encore parce que par exemple en ce moment, ce qui est contesté, c'est l'aspect ponction sur la TVA. Ah oui, Il y a beaucoup qui veulent pas de ça. Donc ça risque d'évoluer encore. Par contre, au niveau des volumes, ça a toujours été plus ou moins autour d'1% quand ça existait. d'accord. Donc ça, à ce niveau-là, c'est stable. Ok. Bon, ça, c'est les recettes. Mais en fait, ce qui intéresse les gens, c'est plutôt les dépenses. C'est-à-dire qu'est-ce qui est fait avec cet argent Oui, qui représente, je crois, 145 milliards d'euros la dernière fois. Puis après, sur plusieurs années. Enfin bon, évidemment, c'est toujours un petit peu compliqué à comprendre. Mais en gros, il y a deux gros postes de dépenses. d'accord. Il y a les aides au développement, donc Ok. pour les régions les plus pauvres, et puis l'aide à la compétitivité des entreprises européennes. D'accord. Bon, c'est assez compliqué d'arriver à comprendre réellement de quoi il s'agit. Les aides aux régions pauvres, bon, ça se comprend à peu près. Les aides à la compétitivité des entreprises, c'est déjà plus obscur. Alors évidemment, généralement c'est le raisonnement, mais pourquoi est-ce qu'on va donner de l'argent à ces régions, généralement souvent aux nouveaux adhérents, Oui, alors qu'il y a déjà tellement de choses à faire chez nous. oui, En fait, c'est toujours pareil et c'est ce qui caractérise l'Europe, enfin l'Union européenne. Et si on n'admet pas ce raisonnement, on ne comprend pas ce système et cette construction. C'est un raisonnement à long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, effectivement, ça peut être contestable, mhm, mais à long terme, c'est intéressant parce que si ces régions s'enrichissent, à un moment, on en bénéficie. oui, Elles deviennent clientes de nos marchés, etc., etc. Donc ça se comprend bien. Le deuxième pôle important, c'est la fameuse politique agricole commune, mhm, dont on entend parler continuellement. Alors, ça représente quand même 40 à 45% du budget des dépenses, ouais, donc c'est très important. Tout le monde n'en bénéficie pas de la même manière, et la France est un des principaux bénéficiaires. d'accord. Alors, la politique agricole commune, ça consiste à saupoudrer de l'argent un peu sur tout ce qui est agricole et rural, Mhm, avec également, c'est compliqué à comprendre parce qu'il y a des abacs de calcul qui varient selon les situations, selon les endroits et selon les époques. mhm, Donc à un moment, c'était à la surface, mais c'était seulement une partie à la surface, puis il y avait une partie à la production. Et chaque mode de calcul, de toute façon, il a ses défauts, il a ses détracteurs. Parce que par exemple, si c'est simplement à la surface, mhm, on dit bah les gens en fait ont aucun intérêt à récolter effectivement ce qu'ils ont produit, oui, puisqu'à partir du moment où ils cultivent, qu'ils prouvent qu'ils cultivent sur une certaine surface, ils touchent de l'argent. oui, Et si c'est à la production, dans ce cas-là, on retombe dans les travers de l'agriculture intensive, etc., etc. Mais notre but, c'est pas de savoir si la PAC c'est positif ou pas. C'est de savoir comment l'argent est dépensé, s'il est bien dépensé ou s'il est gaspillé. Alors sur le plan gaspille, Tu peux définir PAC? ouais, PAC c'est politique agricole commune. D'accord, C'est la fameuse politique agricole commune. d'accord. Sur le plan des gâchis, du, du gaspillage d'argent, alors il y a une Cour des comptes européenne qui publie ses résultats chaque année et si on en croit la Cour des comptes européenne,
tout va bien et il n'y a pas plus de 5% de l'argent qui peut être considéré comme gaspillé. Et là, c'est pareil aussi sur l'énorme bureaucratie européenne. En fait, il faut bien voir que le budget de fonctionnement de la Commission européenne, en fait, c'est inférieur au budget de fonctionnement de la mairie de Paris. Ah oui. Donc, toujours pareil, il faut... Ils ont pas beaucoup de moyens. Si, ça représente quand même des moyens importants, mais en fait, ça reste quand même relativement limité en volume. Alors, en proportion après au nombre de fonctionnaires, on peut discuter dans tous les sens. Ouais. Je ne l'ai pas exactement en tête, mais s'imaginer qu'il suffit d'arrêter de donner de l'argent à l'Union européenne pour que tout aille mieux, non. Ouais. Puisque au mieux, on le voit, c'est 1%. D'accord. Donc sur l'aspect gaspillage, il y a deux faces de la pièce. Il y a la face positive, la Cour des comptes européenne qui dit non, tout va bien, tout est sous contrôle et les gaspillages sont limités. Ouais. Et puis il y a quand même un certain nombre de projets qui nous montrent que l'argent aurait pu être mieux employé. D'accord. Il y a un projet phare en la matière, c'est Galileo. Ouais. Alors, Galileo, c'est le GPS européen. Alors, il suffit de regarder l'historique de ce projet pour être convaincu que ça a été mal géré depuis le début. Alors tu peux expliquer pourquoi est-ce que on a besoin d'un système pour avoir un GPS? Oui, on peut se demander pourquoi, puisque Si les Américains en ont un. nous laissent à notre disposition. Alors bon, ce qu'il Ouais. faut bien comprendre également, c'est que les Américains, ils peuvent couper l'accès, ils peuvent nous couper l'accès au GPS quand ils veulent. C'est eux Ouais. qui décident. Mhm. Et puis la définition de ce GPS est moins bonne pour le grand public que pour les militaires. Les militaires américains, évidemment, et personne d'autre y a droit. Ils ont plus de précision. Ouais, ils ont beaucoup plus de précision. La granularité, voilà, on dit ça comme ça, la granularité. Et puis le GPS américain, qui est le plus ancien, bien sûr, il souffre d'un défaut, c'est qu'il n'est pas très précis en altitude. D'accord. Il est précis sur un plan à 2 dimensions, mais dès qu'on introduit la 3e dimension, c'est déjà moins bien. Et justement, Galileo, lui, se targue d'être très performant sur ce point-là. D'accord. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que Galileo, donc l'idée, c'est de dire, si on veut être indépendant, il ne faut pas dépendre ni des Russes ni des Américains pour quelque chose d'aussi stratégique. Vous comprenez, pour tout ce qui est transport, la géolocalisation, c'est super important, c'est d'ailleurs vrai. Donc il faut qu'on se dote de ce moyen-là. En plus, c'est une façon d'utiliser nos moyens spatiaux. Ça fait 30 ans qu'on les met en place, donc c'est tout à fait, il y a quand même une certaine logique. D'accord. Donc les Russes et les Américains sont les seuls pour l'instant à avoir leur système indépendant. Alors oui, les Chinois sont en train d'en mettre un en place. Okay. Alors on peut mettre en place un GPS absolument global, c'est-à-dire qui couvre complètement la planète, ou on peut se contenter de sa région, c'est ce que font les Chinois pour le moment, si j'ai compris correctement. Et pareil, le GPS européen, il est opérationnel par tranche, et les premières tranches, évidemment, c'est plutôt le territoire européen plutôt que l'ensemble de la planète, parce qu'après il faut beaucoup de satellites, on dit une constellation de satellites, c'est au moins 30. D'accord. C'est pas tout à fait négligeable. Donc oui, sans doute qu'il fallait le faire. Le problème, c'est comment on l'a fait. Déjà, Galileo a été lancé en 99. Ça remonte. Et on est en 2017 et il n'est toujours pas pleinement opérationnel. Il a subi plein de retards parce qu'il a été très mal géré jusqu'en 2008. À partir de là, ça va un peu mieux, mais on peut quand même s'interroger sur les choix qui ont été faits. Le fait d'utiliser des fusées Soyuz pour lancer certains satellites, alors qu'on a Ariane. Et d'ailleurs, il y a eu des pannes. Et puis certains satellites, justement, ont leurs horloges atomiques qui ne marchent plus, ce qui est quand même gênant, puisque c'est basé là-dessus. Donc ça a été mal géré, il y a eu beaucoup d'argent gaspillé, beaucoup d'argent utilisé, et donc beaucoup d'argent gaspillé. Donc il y a les deux faces de la pièce. Mais moi, je serais quand même positif, parce qu'il faut bien comprendre que ces avancées-là, ça ne se fait pas en 2 mois. Donc certes, Galileo a eu beaucoup de retard, et là maintenant ça commence à vraiment faire beaucoup. Mais d'une façon générale, mettre en place une infrastructure spatiale, quelle qu'elle soit, la capacité de lancer des satellites, etc., ça ne se fait pas en 2 ans. Tu sais combien de temps les Américains ont pris pour le faire? Ils ont mis plusieurs décennies. Et c'est pas fini, on est continuellement en train de remettre au pot. Les Japonais, les Chinois et les Indiens font beaucoup d'efforts pour se doter d'une industrie spatiale. Tout récemment,
Les Indiens ont réussi un nouveau record, c'est mettre en orbite 120 satellites d'un seul coup, Ah ouais. en un lancement. Bon, évidemment, c'était les microsatellites, enfin quand même, c'est pas rien. Ouais. Donc tout le monde veut être présent dans l'espace. Les Européens ont réussi à être présents dans l'espace. Et c'est une longue track, ça demande beaucoup d'argent. C'est comme n'importe quel grand projet, ça connaît des reculs, ça connaît des échecs, ça connaît des gaspillages. Et puis en matière de projets internationaux, on le voit bien, à chaque fois c'est très difficile d'être on time et on budget, c'est-à-dire de dépenser seulement l'argent prévu et que le calendrier soit respecté. On le voit par exemple pour ITER. Je ne vais pas dire si ITER est quelque chose de positif, s'il faut le faire ou pas, mais on voit bien que c'est très difficile à mettre en place. On le voit aussi pour la Station spatiale internationale. Et là, ce n'est pas l'Union européenne. Je veux dire, ce n'est pas seulement l'Union européenne. Ouais. Donc à chaque fois qu'il y a un projet de grande ampleur, avec beaucoup de technologie et de la coopération internationale, c'est difficile de rester dans les clous, aussi bien sur les aspects calendrier que budget. Donc, sur notre deuxième axe, notre conclusion, ma conclusion, et j'espère que tu seras d'accord, c'est que l'aspect budget, il n'est pas éliminatoire non plus. C'est-à-dire que c'est pas cet argument-là qui suffirait à justifier une sortie de l'UE, parce que l'argent n'est pas si mal dépensé. Alors bien sûr, par exemple, on peut remettre en cause la PAC, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de PAC, et il y a l'exemple néo-zélandais récent, où il y a une dizaine d'années, ils ont coupé toutes les subventions à leurs agriculteurs, et aujourd'hui, le bilan qu'ils en font, ils le présentent comme très positif. Alors peut-être qu'ils n'ont pas envie de dire qu'ils se sont plantés, mais ils le présentent comme très positif. Ils disent que les agriculteurs qui sont restés sont plus compétitifs, ils produisent de façon plus intelligente et adéquate au marché, etc. etc. Donc peut-être que la PAC, c'est quelque chose dont il faudrait se passer, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va supprimer en quelques mois, parce qu'il y a beaucoup de monde qui y sont très attachés. Bon. En tout cas, selon moi, l'aspect budget, l'aspect argent, c'est pas l'aspect le plus... ça justifie pas, discriminatoire. Ça justifie pas de disqualifier l'UE. Je sais pas comment tu le ressens. Bah déjà, je suis surpris d'entendre qu'au niveau budget, ils sont toujours équilibrés, parce que j'avais l'impression que la plupart des États-nations sont toujours en dette. Chaque année, ils ont besoin d'emprunter pour équilibrer leur budget. Et l'Union européenne, elle arrive à toujours avoir une marge. Comment est-ce qu'ils font ça? Parce que c'est structurel. C'est-à-dire que le budget ne peut pas être en déficit. C'est interdit par la réglementation européenne. Donc à chaque fois, le Conseil de l'Europe, donc c'est eux qui décident des recettes. Et ensuite, c'est le Parlement et la Commission qui décident des dépenses, co-décident, comme ils disent. Bah, ils peuvent pas faire des engagements qui ne sont pas couverts par des recettes déjà budgétées. Donc ils sont limités par l'argent qui recouvre. Absolument, absolument. Et donc là, il y a un mécanisme vertueux. L'exemple nous est montré par l'Union européenne. Un exemple que pour le moment, les États-nations semblent incapables de suivre, puisque je ne connais pas beaucoup de pays dont le budget soit bénéficiaire, qui n'a pas de dette, etc. etc. Donc là, si on veut critiquer l'UE, bah là, on ne peut pas la critiquer justement, parce que sur ce plan-là, elle est complètement vertueuse. Mais alors, ils arrivent quand même à faire des choses avec des fonds qui sont limités comme ça, parce que certes, tu peux avoir un budget équilibré, mais si derrière, tu n'arrives à rien faire, ça ne sert à rien. Alors oui, ils arrivent quand même à faire des choses. Alors je ne suis pas allé dans le menu détail, etc. Mais il y a quand même des exemples historiques. Par exemple, on peut considérer que le développement de l'Espagne et du Portugal, qui sont les grandes réussites de ces 20-30 dernières années, c'est quand même grandement dû en partie à l'Union européenne. Alors on va m'opposer que la Grèce, c'est l'échec qui annule la réussite espagnole et portugaise, mais la Grèce, c'est une histoire complètement différente, dans laquelle d'ailleurs il faudrait qu'on fasse une vidéo un jour là-dessus. On appellerait ça la vérité sur la Grèce. Ce serait intéressant, mais bon, là on est en retard. D'accord. Et donc sur Galileo, c'est le projet phare au niveau aérospatial au sein de l'Union européenne? Oui, c'est-à-dire que ça a été repris par l'Union européenne, parce que sinon ça allait nulle part. Et donc on peut dire qu'il y a le logo Union européenne sur le projet Galileo, en quelque sorte obligé, parce que sinon la décision de faire Galileo en serait toujours au même point qu'entre 99 et 2008. Ce serait assez ridicule, quoi. D'accord.
Donc oui, Galiléo, c'est le projet phare. Il y en a sans doute d'autres, mais je ne les ai pas trouvés. D'accord. Parce que pareil, notre idée, hein, c'est de faire une recherche dans un temps limité, avec des moyens limités. La démarche de l'honnête homme. On n'est Ouais, pas des experts. d'accord. Ouais, ça me paraît plutôt favorable sur le budget. Bon, bah on est d'accord là-dessus. Alors, le prochain axe, c'est l'euro, c'est ça? Oui, on s'en occupe. Tu te sens prêt? Ouais. Alors, troisième axe de notre projet, l'euro. Alors, j'ai fait des recherches sur la zone euro. Déjà, il faut savoir que tous les pays membres de l'Union européenne ne font pas partie de la zone euro. Sur les 28, il n'y en a que 19 qui en font partie. Et en fait, ceux qui n'en font pas partie, la plupart n'ont pas prévu de la rejoindre non plus. Il n'y a que deux États qui ont l'intention de la rejoindre. Et par exemple, des pays qui n'ont pas voulu rejoindre la zone euro, la plupart ont décidé par référendum, donc c'est directement le peuple qui n'a pas voulu rejoindre cette zone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on rejoint la zone euro, il y a des critères de convergence qui sont des règles qu'il faut suivre. En fait, c'est à la fois des critères qui décident si le pays peut rejoindre la zone euro, S'il est éligible, oui. voilà, mais même quand ils ont rejoint, il faut continuer à respecter ces critères. Et en fait, dès le début, donc la zone euro, ça date de 99, et l'euro est entré en vigueur en 2002, ce que j'ai compris. Et dès le début, en 99, il y a des pays qui déjà ne respectaient pas ces règles. Et si on regarde, les 4 derniers pays qui ont rejoint la zone euro, c'est l'Estonie, Lettonie, Lituanie, les trois dans le coin, hein, ainsi Ouais. que la Slovaquie. Et en fait, ces 4 pays-là sont les seuls qui aujourd'hui respectent toutes les règles du traité de Maastricht. Ce qui est étonnant quand même. Oui, Donc, surtout pour un petit pays comme la Slovaquie, par exemple, qu'on n'imagine pas en tant que puissance économique. ouais, tout à fait. Donc, en fait, quand on fait des recherches là-dessus, on se rend compte qu'il y a un gros déséquilibre qui est mis en avant, parce que l'Europe, à la base, c'est un projet de diversité, mais quand on s'attarde à l'économie, il y a quand même des grandes différences entre la France, l'Allemagne, et ensuite des pays comme la Grèce ou l'Irlande. Et donc j'ai fait des recherches sur la crise de la dette en Europe, suite à la crise financière plus globale de 2008. Et donc ça a commencé avec la Grèce, justement, qui, elle, a voulu rejoindre l'Europe pour tous ses attraits, tous Alors, ses rejoindre bénéfices. la zone euro, parce que la Grèce a rejoint l'Europe en 81, Oui, a rejoint l'Union européenne en 81, d'accord. mais c'est la zone euro qu'elle a rejoint en 99. Voilà. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que ils ont déguisé l'état de leur pays, ils ont caché le fait qu'ils avaient beaucoup de dettes, un déficit public important. D'ailleurs, c'est nos amis Goldman Sachs qui les ont aidés à faire ça. Absolument. Cooking the Book Voilà, by Goldman comme ils savent Sachs, bien le faire. comme ils savent bien le faire. D'ailleurs, c'est un membre de la Commission européenne qui leur avait recommandé de passer par Goldman Sachs, Ouais, parce que sans doute que lui-même était un ancien de ouais, la maison. tu m'étonnes. Et donc, ils ont pu se jouer des critères de convergence, mais ça n'a pas loupé. Et lors de la crise financière, lorsque tout le monde était déstabilisé, la Grèce a fait face à un gros déficit public. Je pense que leur dette publique représentait 175% de leur PIB, Mhm. alors que normalement il faut rester dans une tranche de 60% à peu près. Je crois que le Japon fait encore pire, hein. Mais le Japon, Ah ouais, c'est vraiment un cas particulier. d'accord. Et donc là, ça a mis la pression sur tous les autres pays de la zone euro. Et derrière, c'est la Banque Centrale Européenne qui est à Francfort, celle qui est responsable de euh, définir la politique monétaire en La zone euro. fameuse BCE. Voilà. Donc la BCE et le FMI ont été responsables de sauver la Grèce de cette impasse. Donc les raisons pour cette crise sont diverses et il y a eu 3 pics sur quelques années, mais ça a enchaîné un affaiblissement global de la zone euro, notamment en Irlande, qui eux par contre étaient un pays presque modèle avec une bonne croissance, une économie saine. Ils ont eu des problèmes au niveau des banques. Leur marché immobilier a aussi eu des problèmes. Et eux, pareil, ils ont dû faire appel à la zone euro pour recevoir de l'aide. Mhm. Et donc, c'est là qu'ils se sont rendus compte que finalement, les grandes puissances devaient venir en aide aux plus petites. Pareil, au Portugal, il y a eu de grands dangers. C'est ce que les Britanniques de la cité appelaient les pigs. Ah oui,
Ouais, les pigs, c'était Portugal, Irlande, Grèce, Spain, Ah ouais, donc les pigs. charmant. Ouais, Je suis sûr qu'ils aimaient bien. de toute façon, hein, comment dire, les professionnels de la City, ils font pas dans la dentelle, hein. Ouais, c'est vrai. Et donc j'ai lu une phrase de Jean Monnet qui parlait au début de la conception de l'Europe, et qui a dit que l'Europe se fera dans la crise et que ce sera la somme de toutes les solutions apportées au fil des crises. C'est-à-dire qu'au début, ils avaient mis en place des dispositifs pour que des crises ne se déclenchent pas, mais si jamais elles s'en déclenchaient, eh ben, ils ne savaient pas comment faire. Mhm. Et donc suite à tous ces épisodes en 2008, puis la crise de la dette 2010-2013, ils ont dû justement faire face à ça, et c'est à cette occasion qu'ils ont mis en place des processus comme le Six-Pack ou l'Euro Plus, qui sont des nouveaux traités qui définissent de nouvelles règles, qui sont plus strictes sur le déficit public, sur comment les pays doivent gérer leurs finances, sur la façon dont ils présentent leur santé au niveau finance. Et donc c'est suite à ces tremblements de terre qu'ils ont dû un peu se définir des nouveaux accords qui marchaient mieux. Oui, c'est très juste parce qu'effectivement, tout au long de la construction européenne, c'est le fruit d'une évolution historique. C'est pas un grand dessin d'entrée de jeu et puis après ça dure pendant des décennies sans qu'on change rien. C'est au contraire une évolution historique permanente. Pour en revenir sur l'euro, un des reproches qu'on lui fait souvent, c'est d'avoir déguisé une inflation rampante. Est-ce que tes recherches t'ont permis de confirmer ou d'infirmer ça? Alors justement, j'ai commencé par l'inflation. Du peu que j'en ai vu, euh, en février 2017, si on regarde l'inflation par rapport à une année auparavant, elle est à 2%. Et à titre de comparaison, les États-Unis sont à 2,7%. Donc dernièrement en tout cas, l'inflation paraît maîtrisée. Et j'ai regardé des courbes qui remontaient à plus longtemps, à 5 ans, à 10 ans. Et l'inflation paraissait tout aussi maîtrisée. D'accord. Donc l'euro ne serait pas, ne serait sans doute pas un facteur d'inflation. Oui, du peu que j'en ai vu. Et quid de la compétitivité de la zone euro avec une monnaie qui est une monnaie finalement relativement forte puisqu'elle est légèrement supérieure au dollar? Est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est un avantage? Ça, je suis pas capable d'y répondre. Bon. Mais toi, globalement, ce que tu vois, c'est que la zone euro, en fait, c'est un mécanisme euh, qui fait partie intégrale de la construction européenne. C'est comme ça Oui, que tu le absolument, parce perçois? que à la base, l'Europe ou l'Union européenne se disait être, devait être mise en place pour protéger la paix, mais maintenant l'accent n'est plus mis sur la défense, il est mis sur l'économie. Et moi je trouve que c'est un peu raté, parce que la zone euro, tout le monde n'en fait pas partie, les autres ils veulent pas en faire partie, il y a beaucoup de débats pour en sortir, et surtout j'ai trouvé que euh, tous les processus qui étaient en place, ils n'étaient pas au point, ils n'étaient pas prêts pour... bah déjà, personne n'est en règle, les gens ne suivent pas les recommandations qui sont déjà en place. Et ensuite, quand il y a des crises, eh ben, on fait tout Il n'y a pas que sur les le Grecs, tas. quoi. Voilà, on fait tout sur le tas, il n'y a rien qui a été pensé auparavant. Donc l'euro, je pense que c'est très important et que il faut, il faut y travailler. Mais justement, la façon dont ça existe aujourd'hui, c'est pas idéal. Bah alors, c'est quoi ta conclusion? Qu'il faudrait sortir de l'euro ou qu'il faudrait refaire à nouveau tout un processus de monnaie unique? Que c'est trop tôt pour une monnaie unique? Qu'est-ce que tu en déduis? Eh bien, si là on sort justement des épisodes de 2008-2010, si tout ce qu'on a fait pendant cette période-là ça tient, bah, tant mieux. Mais si jamais ça tient pas, faut recommencer. Mais je pense pas que sortir de la zone euro c'est bien, parce que sur le principe c'est une bonne idée. Donc en gros il faut modifier, et si ça marche pas, là il faut en sortir. Ce qui me frappe, moi surtout, c'est que tous les nostalgiques du franc, de la monnaie, de l'État-nation, etc., ils se rappellent pas comment c'était à l'époque justement des dévaluations successives du franc, de toute cette comédie. À une époque, il y avait également un truc qui s'appelait le SME, le serpent monétaire européen, où on essayait de maintenir un paquet de monnaies à peu près dans les mêmes écarts. Et alors ça variait un peu, c'est pour ça qu'on appelait ça le serpent. C'est un espèce de cauchemar qui marchait horriblement mal. À côté de ça, l'euro, c'est quelque chose qui est complètement régulier, sans aucune secousse. Ça semble être plus performant. Mais je dis bien,
ça semble, et on n'est pas des experts en matière de fonctionnement monétaire. On fait, là encore, une fois de plus, il faut bien voir qu'on fait que des recherches de surface. Ouais. Et j'ajouterais que l'Allemagne, par exemple, pousse beaucoup pour que les États se sentent responsables de l'euro. Parce que le problème, c'est que ils ne prenaient pas cette monnaie au sérieux. Et, par exemple, il y a une partie de l'Union européenne, c'est tous les ministres des Finances des États membres de la zone euro qui, ensemble, définissent certaines politiques avec la BCE. Et donc, l'Allemagne pousse justement pour qu'il y ait des changements dans les législations pour que les États se sentent plus responsables de cette monnaie. Ah, pourtant, c'est un peu surprenant qu'ils ne soient pas responsables parce que c'est directement leur, maintenant, c'est leur monnaie à eux aussi. Ouais. Disons qu'ils rejetaient ça plus sur la BCE, sur les sommets de l'euro, que Mhm. eux ils décident, mais ils se prenaient pas en main. D'accord. Bon, voilà sur le volet monnaie qui est toujours évidemment complexe et qui est l'aspect le plus délicat d'une analyse économique. Ouais. Bon, allez, c'est la dernière partie, la dernière ligne droite, on y croit. On est chaud. On est chaud. Je me demande si en fait il y a beaucoup de monde qui va arriver jusque-là parce que ça va faire Ouais, 50 déjà, minutes notre truc, tu vois. Alors, je me demande s'il y a vraiment des gens qui vont nous écouter, discuter de l'Union européenne, tu sais, ouais. comme si notre avis, notre opinion avait une quelconque importance dans ce débat. Bon, c'est pas grave, on Alors, le si fait. vous nous écoutez, bravo. Ouais. Pouce bleu pour vous. Ouais. Bon, alors la dernière partie, la quatrième question, c'est la réglementation de l'Union européenne. Est-elle abusive? Est-ce qu'elle martyrise les États? Nanana. Bon, voilà. Alors toi, tu réponds quoi? Alors moi, ce que j'ai lu, c'est que le fait qu'il y ait plus d'États, ils avaient de plus en plus de mal à prendre des décisions et à fonctionner ensemble. Tu veux dire les 28? Ouais, le fait qu'ils soient autant. Et ça, c'est vrai que c'est un problème parce que au fur et à mesure de leur croissance, il faut qu'ils évoluent aussi vite au niveau de leur fonctionnement pour pouvoir s'entendre sur les régulations qui passent. Et donc là, il faut que derrière le fonctionnement de l'Union européenne, ils suivent si jamais ils ajoutent des membres. Objection, votre honneur. Parce que là, tu as l'air de dire que les réglementations, elles sont issues d'un accord à l'unanimité des 28 membres, etc. Non, c'est l'évolution du fonctionnement structurel de l'Union européenne qui est, comment dire, basée sur l'unanimité. Mais pendant son mandat, la Commission européenne, elle réglemente, donc le commissaire, il réglemente, nonobstant le fait qu'il y ait une évolution structurelle en cours de discussion au niveau du Conseil de l'Europe, du Conseil européen. Mhm. Ça, c'est deux choses déconnectées. La Commission réglemente, le Parlement valide ou pas, Ouais, hein, il amende ou pas, mais c'est la Commission qui a l'initiative des réglementations. Donc notre quatrième axe, c'était dans les réglementations issues de la Commission, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est une couche bureaucratique supplémentaire qui nous embête, nous martyrise, ou est-ce qu'au contraire, on a obtenu des avancées à travers ça qu'on n'aurait pas eu les États dispersés. ouais. Justement, tu m'as parlé du fait que certaines personnes pensaient qu'ils allaient trop en détail dans les régulations, mais alors qu'en fait, quand tu t'y intéresses, finalement, c'est nécessaire. Tu peux me redire l'exemple que tu m'avais donné? Oui, alors en fait, c'est toujours pareil quand on fait des recherches sur Internet sur les réglementations abusives de la Commission européenne, la dictature de la bureaucratie, enfin toutes les idées reçues habituelles, qui peuvent d'ailleurs être vraies, hein. Comme on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. On tombe effectivement sur des exemples caricaturaux de type la courbure des bananes, des concombres, etc., Mhm. qui peut être assez amusante. On tombe sur des réglementations détaillées de la vitesse de fréquence des clignotants dans les tracteurs agricoles. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça peut être assez ridicule. On tombe sur une réglementation détaillée sur la taille, le poids et le nombre de vis pour fixer la tête d'un mannequin dans un crash test, etc. Bon, alors moi, des recherches que j'ai faites, Mhm. j'en tire quand même une certaine impression que à travers ces cibles, c'est toujours les mêmes règles caricaturales qui sont mises en avant. Donc il n'y en a pas tant que ça, en D'accord. fait. Ouais. Il y en a éventuellement, il n'y en a pas tant que ça. Et quand on regarde les commentaires, un peu plus bas, dans les débats, on voit qu'il y a certaines personnes qui apparemment connaissent
tel ou tel domaine de règles disent bah non, en apparence ça peut faire rire, mais c'est pas si caricatural que ça, c'est nécessaire. Par exemple en matière de crash test, si vous voulez faire des crash tests un peu partout, mais qui soient reconnus sur une même base, bah, il faut bien que les mannequins soient réglementés. Et le nombre de vis qui fixe la tête au corps, c'est important, nanana. Bon, enfin bref. Et puis alors aussi, ce qu'on trouve dans ces top 10 des listes les plus ridicules, on trouve aussi des réglementations issues de l'UEFA. UEFA. Alors là, je m'arrête une minute, Oui. parce que clairement, s'il y en a qui nous regardent là, moi je le dis sans aucune honte, l'UEFA, on n'en a rien à foutre. Que les footeux s'imposent des règles à la con, tant mieux. Tant mieux. Ces connards, on n'en a rien à battre. Parce que le fait que l'UEFA réglemente la taille des vestiaires dans les matchs de foot, tant mieux. Rien à battre. C'est comme si on disait ouais, la corruption de la FIFA, c'est la faute à l'ONU. Ouais. Mettre l'UEFA et l'Union européenne dans le même sac, c'est un contresens complet. Ça n'a rien à voir. L'un ne dépend pas de l'autre. Malheureusement d'ailleurs, peut-être que ça irait mieux si l'un dépendait de l'autre. Mais bon, donc mon ressenti, mon opinion, c'est que des règles ridicules, il y en a. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça. C'est toujours les mêmes qui sont mises en avant. Quand on les creuse, dans certains cas, dans les meilleurs cas, on va dire, finalement, elles sont pas si ridicules que ça. Donc là-dessus, bon, c'est un peu, on reste un peu sec en fait. Ouais. On reste un peu sec. Donc, est-ce que cette couche bureaucratique supplémentaire, parce que c'est ça qu'on reproche, on dit bon bah on a déjà des États bureaucratiques, puis là on rajoute une couche de bureaucratie. Est-ce que c'est bien nécessaire? Alors d'abord, là encore, il faut relativiser cette couche de bureaucratie. Les fameux bureaucrates de Bruxelles, j'ai prononcé correctement, Oui. Bruxelles, elle n'est pas si importante que ça, parce que je crois que je l'avoir déjà signalé, mais le budget de fonctionnement de la Commission européenne, il est inférieur au budget de fonctionnement de la mairie de Paris. Hein, quand même, ça situe le budget de fonctionnement de l'ensemble de l'Union européenne, il est de 1% du PIB de l'ensemble des États membres. C'est pas si énorme que ça. Donc il faut relativiser. Ensuite, Ce qu'il y a aussi, c'est que normalement, cette bureaucratie de l'Union européenne, elle vient pour remplacer certaines parties de celles des États membres. C'est-à-dire que, vu que maintenant ils ont l'Union européenne, ils n'ont plus les mêmes fonctions chez eux. C'est remplacé par l'Union européenne. alors oui et non, En parce principe. qu'il y a un principe qu'on appelle subsidiarité, j'arrive même pas à le prononcer. D'accord. Subsidiarité, non, bon, j'arrive pas à le prononcer. D'accord. Comme quoi, we are shooting right now. Ah, okay. Sorry about that. Okay. Comme quoi, sur certains règlements purement internes, c'est aux États de chaque pays d'avoir encore une capacité à réglementer, et que l'Union européenne ne vient coiffer tout ça que quand c'est utile et justifié. Oui. Alors évidemment, C'est utile et justifié, c'est toujours difficile à justifier justement. Ouais. Mais il y a quelques exemples quand même où on voit que l'action... Alors je vais prendre un bon exemple, un mauvais exemple. Le bon exemple, c'est toute la réglementation anti-tabac. L'impulsion est venue de l'Union européenne. D'accord. Et si on est allé aussi loin en Europe dans la réglementation anti-tabac, y compris sur les publicités, y compris sur l'aspect des paquets, etc. Alors certains peuvent pleurnicher comme quoi, bah justement c'est un bon exemple comme quoi on martyrise les gens. Non, non, c'est un très bon exemple comme quoi on va dans le bon sens, parce qu'on va pas me dire que laisser les fumeurs s'empoisonner et empoisonner les autres, ça va dans le bon sens. Il faut arrêter les conneries quand même de temps en temps. Donc, et d'ailleurs, à ce niveau-là, l'Union européenne a été un exemple pour le reste du monde, puisque les Américains ont emboîté le pas après l'Union européenne. Bon, dans les autres pays, comme par exemple la Chine, il leur reste à aller dans ce sens-là. Mais n'empêche que là, il est incontestable que c'est un bon exemple. Voilà, c'est un bon exemple, c'est positif. Alors le mauvais exemple, et là, ça va surprendre, c'est REACH. REACH, c'est la directive donc européenne de réglementation des produits chimiques. On va me dire, bah non, au contraire, c'est un bon exemple. Pour une fois qu'on réglemente sur ce plan-là, et toi qui n'arrêtes pas d'appuyer sur ce problème, tu devrais être ravi. Bah non, justement.
là, à la limite, j'endosse ma casquette de radical, Ouais. c'est qu'avec Rich, on va pas assez loin, et une fois de plus, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on va mettre Rich en avant à chaque fois, Mhm. mais Rich, c'est pas grand-chose. Parce que Rich, effectivement, réglemente l'usage des produits chimiques, mais ne dit absolument rien, et même évite le problème des combinaisons. Or, on sait que pour la question des perturbateurs endocriniens, ce sont les combinaisons de différents produits chimiques qui D'accord. provoquent la perturbation. Et Rich a évité le débat et du coup l'a enterré pour sans doute encore Ouais. un certain temps. Donc, Donc ils ont fait semblant. ouais, Ils s'en ouais, là ils ont débarrassaient. fait semblant. Et c'est justement le principal problème qu'on découvre quand on creuse la question de l'Union européenne. Le principal problème, c'est justement le fait que c'est pas tellement une bureaucratie tentaculaire qui s'amuserait à martyriser les États membres que le rôle des lobbies. Il y a beaucoup de lobbies qui agissent à Bruxelles en sous-main, qui donnent des textes tout cuits aux commissaires européens. Bah, si vous avez envie de réglementer ça, justement, nous, on y a travaillé D'accord. et vous pouvez vous inspirer de ça. Et puis, bonne poire, les autres, bah, ils reprennent ça à les virgules près. Mhm. Donc, je soupçonne que les grands de la chimie sont derrière Rich pour avoir pondu le texte qui les arrangeait le plus. Ouais. Et donc, bien souvent, ce qu'on peut reprocher le plus à l'Union européenne, c'est justement de ne pas être assez indépendante des, des différents intérêts industriels dans le domaine. Alors, justement, souvent, ils disent bah, c'est notre vocation d'aider au développement industriel des différents secteurs. Ouais, mais il faut respecter l'environnement quand même. Voilà, il faut respecter l'environnement, puis il ne faut pas être victime des lobbies. Là, il y a un problème de moyens. Et c'est là aussi, c'est peut-être là aussi qu'on rejoint le fait que l'Union européenne, finalement, elle a pas assez de moyens, elle n'est pas assez staffée, puisque ils sont rapides à accepter des textes tout faits. Ouais. Bon, enfin bref, c'est un autre débat, mais tout n'est pas rose. On n'est pas en train de dire que tout est merveilleux. Et là, à mon avis, il y a un point de contention qui finalement n'est pas assez mis en avant. Moi, je dirais que le principal problème aujourd'hui, c'est justement le poids des lobbies, leur influence et leur capacité à peser sur les réglementations. Parce que bien souvent, par exemple, tel ou tel acteur dominant dans tel ou tel secteur, il va justement peser pour mettre en place une réglementation très contraignante Mhm. qui va être pour lui une barrière à l'entrée d'éventuels concurrents. D'accord. Et donc on n'a rien gagné en fait, à part lui donner un peu plus de confort, Ouais. c'est pas tellement positif. Mhm. Donc voilà ce que je dirais sur l'aspect réglementation. D'accord. Petite conclusion? Ouais. Bon, donc on est arrivé au bout Je te de... conseille de ne pas toucher la table avec ton pied parce que ça fait bouger l'écran. Ah, en effet. Désolé, hein. On apprend sur le tas. Bon, c'est naturel, hein. Comme vous avez compris, on le fait dans des conditions authentiques. Voilà. Bon. Donc allez, ta conclusion suite à ce petit projet. Donc la conclusion, on a regardé nos quatre grands axes. Est-ce que c'était une bureaucratie non démocratique? Donc on a dit oui, c'était une bureaucratie non démocratique plutôt. Oui. Le deuxième axe, tu me le rappelles? Alors le deuxième axe, c'était le budget. D'accord. Donc le budget, c'était plutôt positif, non éliminatoire également. Ouais. Ensuite sur l'euro, c'était un peu controversé, mais moi je pense il faut pas tout balancer non plus. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, alors? Voilà. Et pour les régulations, pareil, on dément le fait que finalement c'est pas tout noir et que les exemples qui sont mis en avant sont plutôt des exagérations. Donc finalement la conclusion c'est que... Des caricatures, ouais. Ouais, des caricatures. La conclusion elle est positive pour l'euro. À mon avis, l'Union européenne, oui, la conclusion est positive. D'ailleurs, c'est notre grande surprise à tous les deux. Avant de faire ce mini-projet, on était mollement européen. Alors là, on n'est pas devenu chaud bouillant europhile à se dessiner des étoiles sur un fond bleu. On n'est pas à ce point-là, mais Ouais. j'ai envie de dire quand même que je suis plus pro-européen que je ne l'étais avant le début de cette vidéo. Et j'ai envie de dire pour de bonnes raisons. Alors, faut pas confondre. Moi, je pense toujours que l'Union européenne est une facette de la technostructure que je dénonce continuellement à longueur d'écrit. Mais il faut être lucide, c'est-à-dire que retirer
cette facette ne changera rien au problème global. C'est le syndrome de l'oignon. Tu retires une couche à l'oignon, est-ce que la nature de l'oignon a changé fondamentalement? Non, il est simplement une couche de moins, mais il reste à l'identique. Donc l'Union européenne est une couche supplémentaire très visible de cette technostructure, mais elle n'est pas la solution à tous nos soucis. Actuellement, c'est un problème, moi je pense que c'est un problème d'humeur. En ce moment, on a besoin d'un bouc émissaire, on a besoin de désigner des coupables, on a besoin de croire que si on fait seulement ça, tout de suite ça ira beaucoup mieux, et l'Union européenne est le coupable de tout désigner, et de croire que ça ira beaucoup mieux si on revient au franc, et si on revient à des frontières, et si on revient à notre bureaucratie à nous, que ça ira beaucoup mieux, c'est vraiment rêver tout debout, quoi. C'est des conneries. Alors je sais que je vais pas du tout dans le sens des gens qui souvent lisent mon blog, mais c'est pas grave. On essaie de faire un travail honnête, on arrive à des conclusions honnêtes, et si ça va à rebrousse-poil de vos convictions, on en est bien désolé, mais on va pas changer pour autant. Ouais, c'est notre image avec les sources qu'on a vues et voilà ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Alors, après cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une compilation d'une interview de Hubert Védrine. Alors, Hubert Védrine, c'est pareil. Tout d'un coup, je ne suis pas devenu fan d'Hubert Védrine. Hubert Védrine, c'est une créature du système. C'est un énarque qui a fait toute sa carrière dans la fonction publique, qui a été chef de cabinet de Mitterrand, puis ensuite ministre des Affaires étrangères, etc. Donc, j'ai pas d'illusion sur Hubert Védrine, de la même façon que j'ai pas d'illusion sur Asselineau, qui lui aussi a été énarque, qui lui aussi a fait toute sa carrière dans la fonction publique et a été chef de cabinet de Charles Pasqua. C'est pas tellement mieux, hein. Moi je dirais même que c'est moins bien. Enfin bon, bref, voilà pour Asselineau, qui est en ce moment la grande vedette de plein de gens. Bon, mais il s'avère que Hubert Védrine dit des choses intéressantes de façon posée, de façon raisonnable. Donc j'ai essayé de faire une petite compilation des choses intéressantes qu'il a dit à l'occasion d'une interview sur RFI qui durait à peu près 1 heure. Là, j'en ai gardé que quelques minutes. Et je pense que ce qu'il dit est justement intéressant et vient bien en conclusion de ce qu'on a balayé ensemble. Oui. Voilà, je vous laisse apprécier ça. Si vous êtes toujours avec nous, si vous avez réussi à rester jusque-là, bah là, vous allez vous taper Hubert Védrine. Voilà, merci. D'abord, je pense que le Brexit n'a pas été simplement une aberration britannique, aberration parce que c'est complètement irrationnel de leur point de vue, mais à mon avis, je l'ai déjà dit avant le Brexit d'ailleurs, que ça serait le signe d'un malaise plus général, du fait que les peuples, comme je viens de les énumérer, pour différentes raisons, décrochent. Mais je ne confonds pas les anti-européens et les sceptiques. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas du tout sceptique, je suis eurocritique. Et il faut préciser le langage. Par exemple, quand les médias disent que Marine Le Pen est eurosceptique, c'est idiot. Elle est anti-européenne. Elle n'est pas eurosceptique. Les sceptiques, c'est tout le monde. Quasiment, les 60% qui ne vont même pas voter. C'est ceux qui doutent, qui ne sont pas forcément contre l'idée, mais qui doutent. Parce que pour moi, la menace numéro 1 sur le projet européen, qui reste magnifique, si on le repense, la menace numéro 1, ce n'est pas les provocations de Poutine, ce n'est pas l'afflux combiné des immigrants et des réfugiés, c'est pas l'élection de Trump, c'est pas le Brexit, etc. C'est le fait que les peuples décrochent et qu'il n'y a plus de soutien, en fait. C'était tout de même une très belle idée. D'abord, ça n'a jamais été une idée exigée par les peuples. Hein. Vous n'avez jamais eu de manifestation énorme de gens disant on veut plus d'Europe. Donc pour le coup, c'est une demande de petites élites qui ont bénéficié de la paix rétablie en Europe par les soviétiques et par les Américains. Plan Marshall, c'est l'origine en fait. Et après, ils ont transformé cette paix froide en quelque chose, un projet en commun magnifique. Mais c'est toujours des petites entités, en même temps démocratiques, parce qu'ils arrivent à convaincre des gouvernements démocratiques. Je n'ai jamais dit que c'était... Je ne crois pas qu'il y ait de déficit démocratique par rapport à ça. Il y a une perte de sens en cours de route, mais il n'y a pas de déficit démocratique. Bon, tant que c'est un marché commun, qu'il n'y a pas une normalisation à outrance, c'est l'expression... On n'est pas trop nombreux. Non, c'est pas de question... Non, c'est plutôt de la question de la pression atmosphérique, plutôt que la question de la circonférence. Bon, en tout cas, ça peut aller jusqu'à un certain moment. Quand on en arrive au stade où, au moment de la réunification, où Mitterrand voyait ça depuis 10 ans, en disant le jour où il y a la réunification, il ne faut pas qu'on reste simplement dans la zone marque. On était dans la zone marque avant. En plus, la politique qu'on menait nous obligeait à dévaluer régulièrement.
Il fallait mendier auprès de la Banque centrale allemande le chiffre de Et on dévaluation. évaluait toujours par rapport aux marques. Oui, donc il fallait qu'ils acceptent, parce que ça les réévaluait, eux. Bon, d'où l'idée d'avoir plutôt une monnaie unique. À partir de ce moment-là, quand François Mitterrand a décidé de soumettre ça au référendum, il a dit à plusieurs de ses proches dont j'étais, je ne me sens pas le droit d'aller aussi loin sans vérifier que les Français sont toujours d'accord. D'où le passage par référendum. Gagner ric-rac. Clic-crac, hein, ça. L'Europe de la défense, ça veut dire que les Européens sont capables de défendre l'Europe. Ils en sont incapables aujourd'hui. Les États-Unis, via l'OTAN, payent 70% des dépenses. Les pays qui sont capables de monter à 2% de dépenses pour la défense dans le PIB sont très peu nombreux. Il y en a 3 ou 5, 4, je crois. 5. Bon. Après, il faudrait qu'on soit d'accord sur le concept. On s'en défend contre qui, comment, à quel endroit, et qui commande, qui est le chef. La raison pour laquelle tout ça est contrôlé par le Pentagone depuis 1949, c'est que les Européens l'ont demandé. Alors, c'est qui ces élites européistes dont vous parlez à longueur de... C'est l'ensemble de ceux qui considèrent que l'intégration européenne doit se poursuivre, quoi qu'il arrive, quels que soient les votes. En gros, donc c'est dominant dans à peu près tous les gouvernements depuis longtemps, droite et de gauche. C'est dominant dans la fonction publique qui peut râler, mais enfin qui en fait va dans ce sens, qui d'ailleurs se sert du système européen pour faire passer des réglementations à la française, en alimentant la furie réglementaire de la Commission et du Parlement. Il y a aussi le rôle des gouvernements nationaux. L'ensemble de ceux qui considèrent que si l'Europe s'arrête, c'est la catastrophe, parce que c'est un peu comme le vélo, si on s'arrête, on tombe. Donc ceux qui considèrent, ça c'est la téléologie, qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière, etc. etc. Et l'ensemble de ceux qui disent quand un des peuples européens vote non, ou vote contre, ou s'abstient beaucoup, en gros ils disent, bon, on continue comme avant. L'ensemble de ceux qui considèrent que ceux qui sont critiques ou hostiles à tel ou tel aspect de la construction européenne sont juste des arriérés, des sortes de semi-débiles, et que ce sont des souverainistes enrichissant à faire du mot souveraineté, qui est une belle conquête historique politique, un élément négatif. Bon, donc souverainistes, archaïques, populistes, etc., etc. C'est l'ensemble, en gros, de ce qu'on a entendu à l'époque de Maastricht, qui est passé avec un point d'écart. 1992, il faut rappeler. 92, donc il y a longtemps. Au moment du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel rejeté par les Français, plus encore par les Néerlandais, beaucoup plus européens historiquement que les Français. Et d'ailleurs, le chancelier Schröder m'a dit plusieurs fois après que s'il y avait eu un référendum en Allemagne, la réponse aurait été non aussi. Donc les européistes, en gros, je sais bien que le mot est parfois employé de façon péjorative, mais il faut trouver un mot pour distinguer les pro-européens, disons, classiques, et ceux qui considèrent qu'il faut quand même toujours aller plus loin dans l'intégration, quoi qu'il arrive. Or, quelqu'un comme Schäuble, le ministre allemand des Finances, qui est quasiment le dernier Allemand à parler du couple franco-allemand, qui est un pro-européen sincère de toujours, il dit quand même depuis des mois quelque chose qui est fascinant. Il dit c'est quand même gênant de ne jamais tenir compte des peuples. Bon, c'est encore nous, mais c'est presque fini, rassurez-vous. Là, c'est pas une encore conclusion après la conclusion, c'est plus un épilogue. Je voulais parler de ce projet, de cette vidéo, donc qui fait un peu plus de 50 minutes. En fait, pour cette vidéo de 50 minutes, on a presque mis une semaine à la réaliser parce qu'il y a eu notre petit travail de recherche, nos prises de vue, le montage. Alors, il faut bien comprendre que le montage, il y a un rapport à peu près de 1 à 4. Hein. Chaque minute de vidéo prend à peu près 4 minutes à monter, minimum, hein, gros minimum, parce que il faut couper, il faut monter, il faut faire des inserts, etc., etc. Tous les youtubeurs vous expliqueront que ça prend un temps fou, effectivement, et là on a fait barre minimum en quelque sorte. Hein. Mais malgré tout, on a voulu le faire, on a voulu aller au bout de ce truc, on est content de l'avoir fait, même si les résultats sont à la limite d'être surprenants, mais voilà, c'est fait. Donc bon, montage minimum, conditions authentiques, donc j'ai même laissé les quelques bloppers qu'il y a ça et là pour bien montrer que c'est du vrai. Ouais. C'est pris sur le vif. Et merci de votre attention si vous êtes resté jusqu'au bout. Merci à tous.